Nous avons convenu que tu ne fais plus partie de la famille, a écrit ma mère. Ne viens à aucun rassemblement. Ma sœur a aimé le message. J'ai répondu, merci pour la confirmation. J'annulerai tous les paiements automatiques. Vers minuit et demi, le téléphone a commencé à sonner. La notification a illuminé mon écran à 21h23, un mardi. J'étais dans mon appartement à Seattle, à la moitié d'un verre de vin et devant un documentaire sur la vie marine, lorsque le message de ma mère est apparu dans le groupe de discussion familiale. Nous avons convenu que tu ne fais plus partie de la famille. Ne viens à aucun rassemblement. Le nom de ma sœur Mélissa est apparu immédiatement en dessous, avec une réaction au pouce levé. J'ai fixé les mots pendant une bonne minute. Mon jeune frère, Tyler, avait été ajouté au chat, mais n'avait pas répondu. Le message restait là, brillant dans l'obscurité de mon salon, et quelque chose en moi s'est figé complètement. Ce n'était pas exactement une surprise. La tension montait depuis des mois, depuis que j'avais refusé de prêter à ma mère 1500 € de plus pour renflouer la boutique en faillite de Mélissa. Depuis que j'avais cessé de jouer le rôle de distributeur automatique familial, depuis que j'avais commencé à dire non. Mais le voir par écrit, c'était différent. Mes doigts ont bougé sur le clavier presque automatiquement. Merci pour la confirmation. J'annulerai tous les paiements automatiques. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table basse. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le verre de vin est resté oublié alors que je me connectais à mon compte bancaire. Au cours de l'heure et demie suivante, j'ai passé en revue méthodiquement chaque paiement récurrent. Le paiement de l'hypothèque de ma mère, prélevé automatiquement sur mon compte le premier de chaque mois depuis 7 ans. Annulé. Le paiement que je faisais pour le leasing de la voiture de Mélissa depuis 3 ans, parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre pour l'instant. Annulé. Le prêt étudiant de Tyler, que j'avais repris quand il a abandonné l'université pour se trouver. Annulé. L'établissement de soins de longue durée de mon père. Celui-là m'a fait marquer une pause. Papa avait la maladie d'Alzheimer. Il était dans une unité de soins de la mémoire à Portland depuis 4 ans. L'assurance en couvrait une partie, mais le reste à charge était substantiel. Je payais 3200 € par mois pour le garder dans l'établissement le plus agréable, celui avec un jardin et des programmes de thérapie, au lieu de l'option financée par l'État qui sentait le nettoyant industriel et la défaite. Quand papa a été diagnostiqué il y a 7 ans, c'est là que les demandes financières ont commencé. Maman avait réduit ses heures pour s'occuper de lui à la maison. J'étais intervenu pour aider avec l'hypothèque. Puis sont venues les factures médicales, puis les modifications pour rendre la maison plus sûre, puis les aides-soignants privés. Au moment où il a eu besoin de soins en établissement à temps plein, 3 ans plus tard, j'étais déjà profondément ancré comme la financière de la famille. Ma mère ne m'avait jamais directement demandé de payer pour l'établissement le plus cher. J'avais simplement commencé à payer après lui avoir rendu visite dans l'endroit moins cher et l'avoir trouvé assis seul dans un couloir, confus et appelant ma grand-mère, qui était morte depuis 20 ans. Mon curseur planait sur les paramètres de paiement. Papa ne verrait plus la différence. Il ne me reconnaissait plus la plupart du temps. Le mois dernier, il m'a appelé Suzanne, le nom de sa sœur. Le mois d'avant, il s'était mis en colère et avait exigé de savoir pourquoi j'étais dans sa maison. J'ai annulé ce paiement aussi. Il y en avait d'autres. Le forfait de téléphone portable familial que je couvrais depuis que ma mère prétendait ne pas pouvoir gérer les factures. Les services de streaming qu'ils utilisaient tous sous mon abonnement. L'unité de stockage où Mélissa gardait son excédent de stock de la boutique. Elle avait englouti plus de 40 000 € en 11 paiements au total, certains petits, d'autres importants. Au moment où j'ai fini, j'avais libéré 6 847 € par mois de mon budget. J'ai fermé mon ordinateur portable à 22h51 et j'ai repris mon verre de vin. Le téléphone a commencé à sonner à 23h58. Le nom de ma mère a clignoté sur l'écran. J'ai refusé l'appel et j'ai pris une gorgée de vin. Il a sonné à nouveau immédiatement. Refusé. Une 3e fois. J'ai coupé la sonnerie et je l'ai regardé vibrer sur la table comme un insecte désespéré. Les SMS ont commencé à affluer. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par annuler les paiements? Maman, Rebecca, appelle-moi tout de suite. Maman, c'est ridicule. Tu ne peux pas juste. Mélissa, tu es sérieuse là? Mélissa,
tu vas vraiment être aussi mesquine? Mélissa, maman est en train de paniquer. Tu dois arranger ça. J'ai fini mon vin et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 63 notifications, messages, appels manqués, et même un email de ma mère avec pour objet urgence familiale. Je l'ai supprimé sans le lire et j'ai fait du café. Pendant que le café passait, je me suis assise au comptoir de ma cuisine et j'ai réellement regardé mon compte bancaire pour la première fois depuis des mois, sans ce nœud familier d'anxiété dans l'estomac. Le chiffre me regardait en face, et j'ai fait un rapide calcul mental. Sans ces obligations mensuelles, je pourrais maximiser mes cotisations à mon plan d'épargne retraite. Je pourrais enfin réparer la fissure sur mon pare-brise que j'ignorais depuis 8 mois. Je pourrais réserver ce cours de poterie dont Sarah n'arrêtait pas de me parler. La réalisation était vertigineuse. Je vivais comme une étudiante alors que j'étais dans la trentaine, rationnant mon propre confort tout en finançant les choix de vie de tous les autres. Mélissa conduisait une voiture plus récente que la mienne. La maison de ma mère avait été rénovée il y a 3 ans avec des comptoirs en granit et des parquets, alors que j'avais toujours les finitions basiques de l'époque où j'avais emménagé. J'ai sorti mon relevé de carte de crédit du mois dernier. C'était là. 89 € pour l'abonnement Sam's Club de ma mère, que je m'étais retrouvé à payer je ne sais comment. 54,99 € pour la version premium d'une application de méditation dont Mélissa jurait avoir besoin pour son anxiété, mais qu'elle utilisait probablement 2 fois. 120 € pour l'abonnement à la salle de sport de Tyler, dans un endroit huppé avec sauna et bar à smoothie, parce qu'il disait que les salles de sport ordinaires étaient déprimantes et qu'il devait investir dans son bien-être. Je payais pour un abonnement à la salle de sport que je n'utilisais pas, tout en courant sur le sentier gratuit près de mon appartement, parce que je ne pouvais pas justifier 120 € par mois pour moi-même. La cafetière a émis un bip. Je me suis versé une tasse et j'ai rouvert mon ordinateur portable, sortant un tableau que j'avais commencé il y a des années, mais abandonné. Il listait chaque prêt, chaque paiement temporaire, chaque renflouement. Le chiffre remontait à 7 ans, juste après le diagnostic de papa quand tout a commencé, 428 540 €. C'est ce que j'avais donné à ma famille en 7 ans. Pas prêté, donné, car rien n'avait jamais été remboursé malgré de nombreuses promesses. Le chiffre était légèrement inférieur au montant mensuel actuel multiplié par 84 mois, car les paiements avaient commencé plus petits et avaient augmenté avec le temps à mesure que de nouvelles urgences apparaissaient. J'aurais pu acheter une maison comptant dans certaines régions du pays. J'aurais pu avoir cette voiture de sport dont je rêvais. J'aurais pu prendre ma retraite plus tôt si je l'avais investie correctement. Au lieu de cela, j'avais une Honda Civic de 9 ans et un appartement d'une chambre. Mon téléphone a vibré avec un autre appel de ma mère. Je l'ai regardé sonner jusqu'au bout, puis j'ai ouvert mes emails et commencé un nouveau brouillon. J'ai tapé chaque paiement unique que je faisais, avec les dates et les montants. J'ai joint le tableau montrant le total sur 7 ans. Puis je l'ai enregistré dans mon dossier brouillon sans l'envoyer. Peut-être que je l'enverrai un jour. Peut-être pas. Mais l'avoir documenté semblait important, comme si je validais ma propre expérience pour moi-même. Tyler a appelé pendant que je m'habillais pour le travail. Contrairement aux autres, j'ai répondu à son appel. Rebecca, sa voix était hésitante. Qu'est-ce qui se passe? Tu as lu le chat de groupe d'hier soir? Ouais, mais je pensais. Je veux dire, je ne pensais pas que maman était sérieuse. Elle semblait assez sérieuse pour moi. Mélissa le pensait certainement, vu qu'elle a liké le message. Une longue pause. Mais tu annules tout? Même l'établissement de papa? Tyler, ils m'ont dit que je ne suis pas de la famille. Tu ne peux pas excommunier quelqu'un et espérer qu'il finance toujours vos vies. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas de la famille. Tu n'as pas dit que j'en étais une non plus. Ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. Tu es dans ce chat depuis 12 heures. Silence radio. Je ne savais pas quoi dire. Il y a toujours quelque chose à dire quand quelqu'un se fait jeter. J'ai attrapé mes clés. Je dois aller travailler. Rebecca, attends. J'ai raccroché. Le travail était un flou. Je suis chef de projet senior dans une entreprise technologique et nous étions en plein lancement d'une nouvelle plateforme logicielle. Ma patronne, Jennifer, s'est arrêtée à mon bureau vers 10 heures. Tu as l'air épuisé. Tout va bien? Histoire de famille. Rien que je ne puisse gérer, ai-je dit.
Elle m'a lancé un regard complice. Jennifer était dans la cinquantaine, divorcée avec 2 enfants adultes qui l'appelaient quand ils avaient besoin de quelque chose et disparaissaient ensuite. Nous avions tissé des liens autour d'un verre lors d'une retraite d'entreprise où elle avait décrit le mariage de sa fille, qu'elle avait entièrement payé, pour finalement ne pas être incluse dans les photos de famille parce que ça ferait bizarre. Prends une longue pause déjeuner si tu en as besoin, a-t-elle dit. Je n'ai pas pris de longue pause déjeuner. J'ai travaillé d'arrache-pied, parce que le travail était le seul endroit où ma valeur n'était pas mesurée en dollars et en ce que je pouvais fournir. Vers 14 heures, mon téléphone de bureau a sonné. La réceptionniste avait l'air désolée. Rebecca, il y a une femme dans le hall qui dit être ta sœur. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste sur le fait qu'elle doit te voir. Dois-je prévenir la sécurité aussi? Je descends. Mélissa faisait les 100 pas près du bureau d'accueil, vêtue de la tenue décontractée chic qu'elle portait pour son travail à la boutique. Ses yeux étaient rouges et son maquillage soigneusement appliqué avait légèrement bavé. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit quand elle m'a vu. C'est mon lieu de travail, Mélissa. Tu ne réponds pas à ton téléphone parce que je ne veux pas te parler. Plusieurs personnes dans le hall nous regardaient maintenant. La réceptionniste avait l'air mal à l'aise. J'ai conduit Mélissa dehors, vers la petite cour où les employés déjeunaient les beaux jours. Tu vas tout gâcher, a dit Mélissa dès que nous avons été seuls. L'hypothèque de maman arrive à échéance dans 2 jours. 2 jours, Rebecca. Et mon paiement de voiture est ta responsabilité. Je ne peux pas me le permettre. Alors tu n'aurais pas dû prendre un leasing pour une BMW. Son visage a rougi. J'avais besoin de quelque chose de fiable pour la boutique, pour transporter le stock. Tu avais besoin d'une voiture fiable, pas d'un véhicule de luxe que tu ne pouvais pas te permettre sans mon aide. C'est tellement typique de toi, a-t-elle lancé, à regarder tout le monde de haut depuis tes grands chevaux. L'accusation était si absurde que j'ai failli rire. Je paie tes factures depuis 3 ans. En quoi est-ce que ça te regarde de haut? Tu nous le mets sous le nez. Chaque fois que je te vois, je peux sentir que tu me juges. La pauvre Mélissa qui n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa vie. La pauvre Mélissa qui a besoin que sa grande sœur la sauve. C'est vraiment ce que tu penses? Que j'aimais être ton distributeur automatique? Tu aimes qu'on ait besoin de toi, a-t-elle rétorqué. Tu aimes être celle qui a réussi, qui a tout compris pendant que je galérais. Quelque chose s'est mis en place. Tu m'en veux. Bien sûr que je t'en veux. Les mots ont jailli d'elle. Tout a toujours été facile pour toi. L'école, la carrière, l'argent. Tu n'as jamais eu à te battre pour quoi que ce soit. Tu sais ce que c'est d'être ta sœur? D'être comparée à toi constamment. Facile? Ma voix s'est élevée malgré mon intention de rester calme. Tu penses que ça a été facile? J'ai cumulé 2 emplois pendant mes études, alors que tu faisais la fête avec l'argent de l'assurance vie de papa. J'ai étudié tous les soirs pendant que tu sortais avec des amis. J'ai pris ma carrière au sérieux pendant que tu passais d'un projet passion à un autre, toujours la main tendue pour un financement. Tu vois, c'est là. Le jugement. Ce n'est pas un jugement, Mélissa. C'est la réalité. J'ai fait des choix. Tu as fait des choix différents. Mais tu voulais faire tes choix et que je paie pour les conséquences. Nous sommes sœurs. Je suis la tienne. Mais tu as aimé ce message que maman a envoyé hier soir. Tu l'as approuvé. Tu étais d'accord pour dire que je n'étais plus de la famille. Son visage s'est chiffonné. J'étais en colère. Tu m'as embarrassé à mon anniversaire. J'ai dit non à une demande de prêt dans un restaurant. Calmement. C'est toi qui as fait une scène. Nous sommes restés en silence un moment. Un groupe de mes collègues est passé prudemment, sans nous regarder. Qu'est-ce que tu veux que je dise, a finalement demandé Mélissa. Rien. Je ne veux rien de toi. Alors pourquoi tu fais ça? Je ne fais rien. J'arrête simplement de faire quelque chose que je n'aurais jamais dû commencer. J'ai regardé ma montre. J'ai une réunion dans 15 minutes. Tu dois partir. Rebecca. Rentre chez toi, Mélissa. Débrouille-toi avec ta propre vie. J'ai fini de me débrouiller pour toi. Je suis rentré dans le bâtiment sans me retourner. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je l'ai mis complètement en silencieux et l'ai rangé dans mon tiroir.
Quand je l'ai finalement vérifié après ma réunion de 16 heures, il y avait 127 nouvelles notifications. La plupart venaient de ma mère et de Mélissa, de plus en plus frénétiques et en colère. Mais il y avait aussi des messages de gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Ma tante Patricia, ta mère m'a dit ce que tu as fait. Comment peux-tu être si cruel? Ma cousine Jenny, vraiment? Rebecca, ton propre père? Oncle Marc, déçu de toi. La famille prend soin de la famille. Apparemment, ma mère avait pratiqué la politique de la terre brûlée, appelant chaque parent avec sa version des faits. Celle où j'étais la méchante qui les avait abandonnés de nulle part. Pas la fille qui avait été systématiquement saignée à blanc pendant des années, puis jetée quand j'avais fixé des limites. Mélissa a appelé depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu sans réfléchir. Espèce de vindicative. Bonjour à toi aussi, Mélissa. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait? Maman ne peut pas payer son hypothèque. Ma voiture va être saisie. Le prêt de Tyler va être en défaut de paiement et détruire son crédit. On dirait que vous avez tous un peu de planification financière à faire. C'est de la folie. Tu vas laisser papa se faire virer de son établissement parce que tes sentiments sont blessés. Mes sentiments ne sont pas blessés, Mélissa. J'ai été informé que je ne suis plus de la famille. J'ajuste simplement mes obligations financières pour refléter cette réalité. Tu sais qu'elle ne le pensait pas comme ça. Vraiment? Que voulait-elle dire alors? Parce que ces mots étaient assez clairs. Tout comme ton approbation de ceci. Silence à l'autre bout. On peut arranger ça, a finalement dit Mélissa. Maman va s'excuser. Je ne veux pas d'excuses. Alors qu'est-ce que tu veux? Rien. Je ne veux plus rien d'aucun de vous. La réalisation m'a frappé au moment où je le disais. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne voulais absolument rien de cette famille. Rebecca. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis sorti avec des amis. De vrais amis, pas des obligations familiales. Ma colocataire d'université Sarah et 2 femmes de mon groupe de randonnée m'ont retrouvé dans un endroit à tapas du centre-ville. Je leur ai tout raconté autour d'assiettes de patatas bravas et de poulpe grillées. Putain, a dit Sarah quand j'ai fini. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. J'ai fini. Ta mère va vraiment perdre sa maison? Elle ne va pas perdre sa maison. Elle va devoir payer l'hypothèque elle-même comme une adulte. Ou elle réduira son train de vie. Ou elle trouvera un travail qui paie plus que son boulot de comptable à temps partiel. Elle a des options. Elles exigent juste toutes qu'elle soit responsable de sa propre vie. Mon amie Kate du groupe de randonnée a levé son verre. Tant mieux pour toi. Mon frère a fait un truc similaire l'année dernière et je lui ai finalement coupé les vivres. Meilleure décision que j'ai jamais prise. Nous avons parlé jusqu'à ce que le restaurant commence à fermer, de tout sauf de ma famille. C'était comme respirer après avoir été sous l'eau. Je suis rentré vers 23 heures et j'ai trouvé la voiture de ma mère sur le parking de mon immeuble. Elle était assise à la place du conducteur, faisant défiler son téléphone. Quand elle m'a vu, elle est sortie et j'ai remarqué qu'elle avait pleuré. Nous devons parler, a-t-elle dit. Il n'y a rien à dire. Rebecca, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer dans mon appartement. Elle s'est assise sur mon canapé, le même canapé où elle s'était assise des dizaines de fois auparavant, généralement quand elle avait besoin de quelque chose, de l'argent pour une réparation, de l'aide pour une facture, un prêt pour la dernière entreprise de Mélissa. Mon salon avait été le décor d'innombrables conversations qui se terminaient toujours par moi sortant mon carnet de chèques. J'étais en colère quand j'ai envoyé ce message, a-t-elle commencé. Mélissa et moi parlions de la façon dont tu l'as embarrassée à son dîner d'anniversaire. Je l'ai embarrassée en ne lui prêtant pas d'argent. Tu as fait une scène. J'ai dit non dans un restaurant quand elle m'a demandé d'investir dans sa boutique pour la 3e fois. Ce n'est pas une scène, maman. C'est une limite. Tu n'avais pas besoin d'être si dur à ce sujet. J'ai dit, non, Mélissa, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est elle qui a commencé à pleurer et à me traiter d'égoïste devant tout le monde. Ma mère a agité la main d'un air dédaigneux. Tu sais à quel point elle est sensible. Le schéma familier. Les sentiments de Mélissa comptaient.
Les luttes de Mélissa étaient réelles et méritaient de la sympathie. Mes préoccupations étaient dures. Mes limites étaient méchantes. Pourquoi es-tu vraiment ici, ai-je demandé. Le paiement de l'hypothèque est dû dans 3 jours. Je ne peux pas le couvrir seul. Alors je suppose que tu devras trouver une solution. Rebecca, je pourrais perdre la maison. Tu ne vas pas perdre la maison. Tu vas manquer un paiement, payer des frais de retard, et ensuite trouver comment faire le paiement à l'avenir. Vends le bateau que papa a acheté avant de tomber malade et qui traîne dans l'allée depuis 4 ans. Prends un colocataire. Prends plus de clients. Les adultes gèrent leurs finances. Tu m'as encouragé. Sa voix s'est élevée. Je suis ta mère. Tu es censé aider la famille. Tu m'as dit que je n'étais plus de la famille. J'étais contrarié. Et maintenant, tu gères les conséquences de ce que tu as dit. Je me suis levé. J'ai passé 6 ans et probablement près de 400 000 € à être de la famille pour vous tous. J'ai payé le stock de Mélissa, les prêts de Tyler, ton hypothèque, les soins de papa, ton assurance voiture, les vacances au Mexique pour le 30e anniversaire de Mélissa. Le dépôt de garantie de l'appartement de Tyler, le nouveau toit de ta maison. Et tu sais ce que j'ai eu en retour? Elle m'a fixé. Des attentes, des exigences, et la supposition que mon compte bancaire était une ressource familiale. Quand j'ai commencé à dire non, je suis devenu le problème, l'égoïste, celle qui ne se souciait pas de la famille. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que je travaille 70 heures par semaine pour me permettre un style de vie dont je ne profite même pas, parce que je suis trop occupé à financer celui de tous les autres. Je n'ai pas pris de vraies vacances depuis 3 ans. Je conduis une voiture de 9 ans parce que je ne pouvais pas justifier d'en changer quand Mélissa avait besoin d'aide pour son leasing. J'ai refusé un voyage au Japon avec Sarah parce que le prêt étudiant de Tyler devait être couvert. Personne ne t'a demandé de faire tout ça. Les mots ont frappé comme une gifle. Tu as raison. Personne n'a demandé, mais tout le monde s'attendait à ce que je le fasse. Elle s'est levée, attrapant son sac à main. Bien, si c'est ce que tu ressens, alors je suppose que nous ne sommes vraiment pas une famille. Je suppose que non. Elle est partie et j'ai verrouillé la porte derrière elle. Les jours suivants furent surréalistes. Les appels téléphoniques et les messages ont ralenti quand tout le monde a réalisé que je ne répondais pas. Tyler a envoyé un autre texto. Je suis désolé de ne pas avoir parlé. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai pas répondu à ça non plus. L'établissement de papa a appelé le jeudi. L'administratrice, une femme gentille nommée Margaret, a demandé si je voulais discuter des arrangements de paiement. Quelqu'un d'autre a-t-il appelé pour le compte de mon père, ai-je demandé. Non, madame. Alors je vais vous proposer un marché. Je couvrirai le déficit de ce mois-ci pendant que la famille prend d'autres dispositions. Après cela, ce que l'assurance couvre, c'est ce qu'il aura. Je comprends. Voulez-vous que je contacte votre mère au sujet du compte? S'il vous plaît, faites-le. J'ai fait un dernier paiement, pas pour ma mère, pas même vraiment pour mon père, qui ne comprendrait pas la différence, mais pour moi-même, pour savoir que je leur avais donné le temps de trouver une solution. Une semaine plus tard, Margaret a rappelé pour me faire savoir que ma mère les avait contactés et avait mis en place un plan de paiement pour le tarif réduit de l'établissement. Papa serait déplacé dans une autre aile, mais il resterait à Brookside. C'était quelque chose. Les semaines qui ont suivi ont été les plus calmes de ma vie d'adulte. Mon téléphone sonnait à peine. Le chat de groupe était en sourdine. J'ai appris par Tyler, qui a fini par rompre son silence, que maman avait pris 2 clients de comptabilité supplémentaires, et que Mélissa avait obtenu un emploi chez Nordstrom pour compléter les revenus de sa boutique. Papa a été déplacé dans un autre établissement, a dit Tyler lors d'un de nos appels prudents pour reconstruire la confiance. Ce n'est pas aussi bien, mais c'est propre. Maman et Mélissa lui rendent visite 2 fois par semaine maintenant. Elle ne lui avait jamais rendu visite régulièrement auparavant. J'étais celle qui faisait les 2 heures de route jusqu'à Portland un week-end sur 2. Comment est la situation de la maison de maman? Elle a mis le bateau en vente et elle parle de louer la chambre d'amis. Tant mieux pour elle. Tyler est resté silencieux un moment. J'ai trouvé un travail, un vrai. Je vais commencer à couvrir mes propres prêts. C'est super, Tyler. Je suis désolé de ne pas avoir dit quelque chose dans le chat ce soir-là.
J'aurais dû. Oui, tu aurais dû. J'avais peur que maman se fâche contre moi aussi. Au moins, il était honnête à ce sujet. Le silence dans ma vie était étrange au début. J'avais été tellement habitué aux demandes constantes, aux appels téléphoniques d'urgence, aux notifications de groupes sur qui avait besoin de quoi. Sans tout ce bruit, je devais déterminer ce que je voulais réellement faire de mon temps et de mon argent. J'ai commencé petit. J'ai fait réparer le pare-brise, je me suis acheté de bons grains de café au lieu du truc bon marché, j'ai remplacé mes chaussures de course usées sans calculer si je pouvais me le permettre après les besoins de tous les autres. Puis je suis devenue plus audacieuse. J'ai réservé un massage dans un spa, pas pour une occasion spéciale, juste parce que j'en avais envie. J'ai changé mon téléphone, ce que je repoussais depuis 2 ans parce que Tyler avait besoin d'aide pour sa caution de loyer. J'ai acheté des billets de concert pour voir un groupe que j'aimais, même s'ils étaient chers. Chaque achat semblait simultanément libérateur et culpabilisant. Il y avait une voix dans ma tête, ressemblant étrangement à celle de ma mère, demandant si j'avais vraiment besoin de ces choses, si j'étais égoïste, si j'oubliais mes responsabilités. Mais ce n'était plus mes responsabilités. Elles n'auraient jamais dû l'être. Jennifer a remarqué les changements au travail. « Tu t'es fait coiffer ?» a-t-elle dit un matin, hochant la tête vers mes nouvelles mèches. Ouais, c'était le moment de changer. Ça te va bien. Tu as l'air bien, en fait. Plus légère. Elle avait raison. J'avais l'impression d'avoir porté un sac à dos rempli de pierres pendant des années, et que quelqu'un avait enfin coupé les bretelles. Le soulagement était presque physique. Un samedi après-midi, j'étais chez Target en train de faire des courses quand je suis tombé sur ma cousine Jenny, celle qui m'avait envoyé un texto disant que j'étais cruel envers mon propre père. Elle m'a vu et son expression a vacillé d'incertitude. Je pouvais la voir débattre pour savoir si elle devait faire semblant de ne pas m'avoir remarqué. J'ai décidé de lui faciliter la tâche. « Salut, Jenny. »« Oh, Rebecca. »« Salut. » Elle a jeté un coup d'œil à son caddie comme s'il pouvait offrir une voie de secours. « Comment vas-tu ? » ?»« Je vais bien. »« Et toi ? » ?»« Bien. Bien. » Une pause gênante. « Écoute. » À propos de ce texto que j'ai envoyé, a-t-elle dit finalement. « Ne t'en fais pas. » Non, je devrais expliquer. Ta mère m'a appelé et elle était vraiment bouleversée, et elle a laissé entendre que tu avais juste abandonné tout le monde de nulle part. Et tu l'as cru sans me demander. Son visage a rougi. J'aurais dû. Je suis désolé. Tyler m'a raconté ce qui s'est réellement passé. Ce qui se passait depuis des années. C'est bon. Ce n'est pas bon, pourtant. J'ai juste supposé. Elle s'est tue. Je suppose que j'ai toujours pensé que tu avais la vie facile. Bon travail. Bon argent. Je n'avais pas réalisé que tu soutenais essentiellement 3 autres adultes. La supposition que j'avais la vie facile. J'avais entendu ça tellement de fois de la part de tellement de gens, comme si le succès était quelque chose qui arrivait juste aux gens chanceux plutôt que quelque chose construit par des choix, du travail et des sacrifices. Je devrais y aller, ai-je dit. Les surgelés, tu sais ? Ouais. Elle a hésité. Peut-être qu'on pourrait prendre un café un de ces jours. Vraiment prendre des nouvelles. Peut-être, ai-je dit de manière non engageante. Je ne lui ai pas donné mon numéro. Peut-être que cela faisait de moi quelqu'un de mesquin. Mais j'avais appris que tout le monde ne méritait pas l'accès à ma vie, même la famille. Thanksgiving est arrivé. J'avais été officiellement désinvité, évidemment. Alors, j'ai fait du bénévolat dans une cuisine communautaire du centre-ville. J'ai servi de la purée de pommes de terre et de la dinde à 300 personnes et j'ai mangé mon propre dîner à la table des bénévoles avec une enseignante à la retraite nommée Dorothy et un étudiant diplômé nommé Marcus, qui passait les fêtes loin de sa propre famille compliquée. Noël était plus dur. J'avais toujours aimé Noël, mais j'ai mis un petit arbre dans mon appartement, invité Sarah à dîner, et nous avons regardé des films et bu trop de lait de poule. Ma mère a envoyé une carte, juste une carte, pas de lettre, avec un message générique de joyeuses fêtes et sa signature. Rien de Mélissa. Tyler a envoyé un cadeau, une jolie écharpe d'une boutique du centre-ville avec un mot qui disait « Merci de ne pas m'avoir complètement abandonné ». La nouvelle année est arrivée tranquillement. En janvier, quelque chose d'inattendu s'est produit.
Ma tante Patricia a appelé. Je dois m'excuser, a-t-elle dit sans préambule. D'accord. Ta mère nous a dit que tu avais abandonné la famille, que tu avais coupé les ponts avec tout le monde par méchanceté. Mais Tyler m'a raconté ce qui s'est réellement passé. Ce qui se passait. J'ai parlé à ton oncle et nous avons passé en revue de vieilles photos, certaines conversations, et nous avons réalisé quelque chose. Quoi donc? Tu as maintenu cette famille à flot financièrement pendant des années, et nous n'avons jamais remarqué. Nous n'avons jamais demandé. Et quand Linda nous a dit que tu étais la méchante, nous l'avons juste cru. Je ne savais pas quoi dire. Je suis désolé, Rebecca, de t'avoir jugé sans connaître toute l'histoire. De ne pas avoir été quelqu'un à qui tu pouvais parler avant que ça n'empire à ce point. Merci, ai-je réussi à dire. Est-ce que tu vas bien? Honnêtement, je vais mieux que depuis des années. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a raconté ses propres luttes avec les limites familiales, comment son fils avait vécu avec elle jusqu'à 34 ans sans jamais payer de loyer, comment elle avait finalement dû le faire partir. Nous n'étions pas proches, mais c'était la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec quelqu'un de ma famille élargie. Février a apporté une promotion au travail, directrice principale de la gestion de projet, avec une augmentation substantielle et un bureau d'angle. Jennifer m'a emmené boire un verre pour fêter ça. Tu sembles différente, a-t-elle dit. Plus légère. Je me sens différente. Quoi que tu aies fait avec ta situation familiale, ça marche. En mars, j'ai réservé le voyage au Japon que je repoussais depuis des années. 3 semaines de temple, de jardin, de train et le genre de paix qui vient du fait d'être anonyme dans un pays étranger. Tyler m'a retrouvé pour un café avant mon départ. Maman demande de tes nouvelles parfois, a-t-il dit. C'est gentil. Elle n'admettra pas qu'elle avait tort. Mélissa non plus. Je n'ai pas besoin qu'elle le fasse. Ça ne te dérange pas? J'y ai pensé. Il y a 6 mois, cela m'aurait détruite. L'idée que ma mère ne puisse pas reconnaître ce qu'elle avait fait, que Mélissa reste convaincue d'être la victime. Non, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Leur incapacité à voir leur part là-dedans n'est pas mon problème à régler. J'ai passé des années à essayer de gagner leur appréciation, leur respect, leur considération de base. J'ai fini de jouer pour un public qui n'applaudira jamais. Tyler a souri tristement. Tu es mieux sans ça. Nous le sommes tous les deux. Tu prends réellement la responsabilité de ta vie maintenant parce que j'ai dû le faire. Parce que tu n'étais plus là pour me rattraper. Il a remué son café. Je suis reconnaissant, même si ça craignait sur le moment. Nous avons parlé de son travail, de ses finances qui s'amélioraient lentement, de la femme qu'il avait commencé à fréquenter. Il semblait plus adulte que je ne l'avais jamais vu. Parfois, les gens ont besoin de tomber pour apprendre qu'ils peuvent se relever seuls. Je suis parti pour le Japon le lendemain. Le voyage était tout ce que j'avais espéré. J'ai marché à travers des forêts de bambou à Kyoto, regardé les fleurs de cerisier à Tokyo, trempé dans des onsens dans les montagnes. J'ai mangé une nourriture incroyable, pris des centaines de photos, et je n'ai pas vérifié mon chat de groupe familial une seule fois. Lors de mon dernier jour à Tokyo, assise dans un petit café près de mon hôtel, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Ici Margaret, de l'unité de soins Brookside. Je voulais vous informer que votre père est décédé paisiblement ce matin. Votre mère a été prévenue. Je suis vraiment désolé pour votre perte. J'ai fixé le message pendant un long moment. Les funérailles étaient prévues pour 1 semaine et demie après mon retour, me donnant le temps de me remettre du décalage horaire et à ma mère le temps de faire les arrangements. Ma mère m'a envoyé les détails par l'intermédiaire de Tyler, pas directement. Tu es la bienvenue si tu veux venir, disait le message, comme si ma présence aux funérailles de mon propre père était une généreuse autorisation. J'y suis allé. Le service était petit, tenu dans la même église où mes parents s'étaient mariés 38 ans plus tôt. Je me suis assise au fond. Ma mère et Mélissa étaient assises au premier rang avec Tyler entre elles. Divertantes, oncle et cousins remplissaient les autres bancs. Mon père avait été un homme bon avant que l'Alzheimer ne l'emporte, un professeur de mathématiques au lycée qui faisait des mots croisés chaque matin et construisait des nichoirs dans son garage. Il m'avait appris à faire du vélo et à équilibrer un carnet de chèques. C'était lui qui m'avait encouragé à étudier l'ingénierie à l'université, même quand ma mère s'inquiétait que ce ne soit pas assez féminin.
La maladie l'avait volé lentement, puis tout d'un coup. À la fin, il ne restait rien de l'homme qui m'avait élevé. J'ai pleuré pendant le service, mais doucement. Quand cela s'est terminé, je me suis levé pour partir. Rebecca. Ma mère se tenait à quelques mètres, vieillie pendant les 6 mois depuis que je l'avais vue pour la dernière fois. Plus petite, d'une certaine manière. Merci d'être venue, a-t-elle dit avec raideur. C'était mon père. Oui. Nous sommes restés dans un silence gênant. L'établissement a dit que tu as payé pour mars, a-t-elle finalement dit. Tu n'avais pas à faire ça. Je sais. Pourquoi l'as-tu fait? Parce que je suis une bonne personne, maman. Je l'ai toujours été, que tu choisisses de le voir ou non. Mélissa est apparue au coude de ma mère. Nous faisons une réception chez maman. Je ne serai pas présente. Bien sûr que non, a dit Mélissa avec amertume. J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Elle avait été ma meilleure amie autrefois, quand nous étions enfants. Nous avions partagé une chambre, des secrets et des rêves. Quelque part en cours de route, elle avait décidé que j'existais pour servir de filet de sécurité, et je l'avais laissé le croire. Je vous aimais toutes les deux, ai-je dit. Je vous aime toujours de la manière dont je suis capable maintenant. Mais je ne vous apprécie pas beaucoup et je ne vous fais pas confiance du tout. Papa est parti et je suis désolé pour ça. Il méritait mieux que ce que cette maladie lui a fait. Mais je ne viens pas à la réception parce que je ne suis pas intéressé à faire semblant que nous sommes quelque chose que nous ne sommes pas. Je suis parti avant que l'une ou l'autre ne puisse répondre. Tyler m'a rattrapé sur le parking. Tu vas bien? Ça ira. Il m'a serré dans ses bras et je l'ai laissé faire. Je vais à la réception parce que je le dois, a-t-il dit. Mais on peut dîner ensemble la semaine prochaine? Ouais, on peut faire ça. Le deuil est une chose étrange. Je pleurais mon père, mais je le pleurais déjà depuis des années, le regardant disparaître dans la confusion et le brouillard. L'homme que j'ai perdu était parti bien avant que son cœur ne cesse de battre. Ce qui m'a surprise, c'est le chagrin supplémentaire que je ressentais pour ma famille, pour les relations qui auraient pu être mais ne furent jamais. Pour la mère qui aurait pu choisir la connexion plutôt que le contrôle, pour la sœur qui aurait pu me voir comme plus qu'une ressource. Mais le chagrin et la culpabilité ne sont pas la même chose. J'étais triste, mais je ne regrettais pas. Le printemps s'est transformé en été. Je suis sorti avec un ingénieur logiciel nommé David, qui me faisait rire et ne demandait pas à emprunter de l'argent. Sarah et moi avons prévu un week-end dans les îles San Juan. Le travail continuait d'être épanouissant d'une manière que j'avais oublié être possible. Ma vie, il s'est avéré, était plutôt bonne quand je ne m'immolais pas par le feu pour garder les autres au chaud. En septembre, un peu moins d'1 an après ce message initial, ma mère m'a envoyé un texto directement. On peut parler? J'ai envisagé de ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. À propos de quoi? À propos de tout. J'aimerais m'excuser. M'excuser vraiment. Nous nous sommes rencontrés dans un café neutre à mi-chemin entre Seattle et sa maison. Elle avait l'air plus âgée, plus incertaine. Elle a commandé un latini à pas toucher. Je suis en thérapie, a-t-elle dit. Tyler l'a suggéré. Enfin, a insisté, en fait. Bien. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre certaines choses sur la façon dont je comptais sur toi, comment je te traitais. Elle a tordu sa serviette. Tu étais toujours si capable, si indépendante. C'était facile de s'appuyer sur toi parce que tu ne te plaignais jamais. Tu as juste géré les choses jusqu'à ce que je ne puisse plus. Jusqu'à ce que tu n'aies plus dû avoir à le faire, a-t-elle corrigé. Ce message que j'ai envoyé te disant que tu n'étais pas de la famille était cruel. C'était manipulateur. J'étais en colère que tu fixes des limites, et j'ai riposté de la pire façon possible parce que je pensais que ça te remettrait au pas. L'honnêteté était inattendue. Et quand ça s'est retourné contre moi, a-t-elle continué, j'ai paniqué. Puis je me suis mise sur la défensive. Puis je me suis convaincu que j'étais la victime dans la situation parce que c'était plus facile que d'admettre que je t'utilisais. Que tu m'utilisais? Oui. Elle a croisé mon regard. Je t'ai utilisé pendant des années. Je t'ai traité comme un compte bancaire avec des émotions. Et quand tu as fermé ce compte, j'ai essayé de te punir pour ça. Les mots ont flotté dans l'air entre nous.
Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, a-t-elle dit. Je ne peux pas rendre les années où j'ai profité de ta générosité, mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Je comprends ce que je t'ai fait, et je suis désolé. Je suis resté avec ça un moment. Et Mélissa? Mélissa est. Maman a soupiré. Mélissa travaille encore sur certaines choses. Elle n'est pas prête à admettre ça par là-dedans pour l'instant. Alors nous n'avons rien à nous dire. Rebecca. Maman, j'apprécie les excuses. Vraiment. Et je suis contente que tu sois en thérapie. Mais des excuses ne réparent pas ça. Ça ne reconstruit pas la confiance. Et ça ne change pas la dynamique fondamentale selon laquelle j'étais censé financer la vie de tout le monde tout en ne recevant rien que des exigences en retour. Que faudrait-il pour que nous ayons une relation à nouveau? Je ne sais pas si c'est possible. Mais tu y réfléchiras. J'ai regardé la femme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à cuisiner, à me défendre et à travailler dur, qui m'avait aussi appris involontairement que ma valeur était purement transactionnelle. J'y réfléchirai, ai-je finalement dit. Nous ne nous sommes pas embrassés en partant, mais nous ne nous sommes pas quittés avec colère non plus. Cette conversation n'a pas tout réglé. Elle n'a même pas réglé grand-chose. Mais c'était un début, peut-être, ou une conclusion. Je n'étais pas entièrement sûr de quoi. Tyler et moi avons dîné toutes les quelques semaines. Il a amené sa petite amie, Kelly, pour me rencontrer en septembre, et elle était intelligente et drôle et ne semblait pas avoir besoin d'être sauvée. Ils ont emménagé ensemble en octobre, partageant le loyer et les factures comme des adultes. David est devenu mon petit ami officiellement en novembre. Nous avons passé Thanksgiving ensemble, cuisinant un repas élaboré dans son appartement qui était probablement trop ambitieux, mais qui s'est avéré étonnamment bon. Noël est revenu. Ma mère a envoyé une autre carte, cette fois avec un mot plus long. Tyler et Kelly m'ont invité chez eux pour le dîner. J'y suis allé, et c'était agréable, normal. Mélissa a envoyé un texto la veille de Noël. Joyeux Noël. J'ai répondu, joyeux Noël à toi aussi. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. L'année s'est terminée tranquillement. Je me suis assise sur mon balcon le soir du Nouvel An, enveloppé dans une couverture, regardant les feux d'artifice exploser au-dessus de la ligne d'horizon de Seattle. Mon téléphone vibrait avec des messages d'amis, de Tyler, de David. Un message est sorti du lot, de ma mère. Je suis fier de toi. J'aurais dû dire ça plus souvent. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais plus tard après minuit, j'ai renvoyé « merci ». 2 ans ont passé depuis ce message me reniant de ma famille. 2 ans depuis que j'ai annulé ces paiements et récupéré ma vie. Ma mère et moi prenons un café une fois par mois. Nous parlons de choses superficielles la plupart du temps, bien qu'occasionnellement nous nous aventurions plus profondément. Elle ne m'a plus jamais demandé d'argent. Tyler s'épanouit. Il a été promu et parle de reprendre l'école à temps partiel. Il a remboursé son prêt étudiant il y a 6 mois, tout seul. Mélissa et moi échangeons des textos occasionnels. Bref, polis. Nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons peut-être plus jamais, mais nous ne sommes pas ennemis non plus. Sa boutique a finalement fermé l'année dernière, et elle travaille à temps plein dans la gestion de détail maintenant. Elle semble plus heureuse, en fait, sans le stress d'essayer d'être entrepreneur. La confiance est partie, probablement pour toujours. La supposition facile que la famille signifie un soutien inconditionnel, peu importe le coût, a été brisée de façon permanente. Mais à sa place, il y a quelque chose de plus honnête, de plus réel. J'ai appris que l'amour sans respect n'est qu'une obligation portant un masque. Que la générosité sans limite n'est que de la complaisance. Que parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même et pour les autres est de les laisser faire face aux conséquences de leur choix. Ma vie m'appartient maintenant. Mon argent est à moi. Mon temps est à moi. Je donne quand je le veux, pas quand on l'attend de moi. J'ai voyagé dans 6 pays. J'ai un partenaire qui me valorise pour qui je suis, pas pour ce que je peux fournir. J'ai des amitiés qui ne sont pas transactionnelles. Et parfois, tard le soir, je pense à ce message. Nous avons convenu que tu ne fais plus partie de la famille. C'était censé me blesser, me contrôler, me mettre au pas. Au lieu de cela, ça m'a libéré.